Donc tu rentres en France, et là, alors le problème de société, et il est pas mince, qui t'intéresse, où tu te dis comment je vais pouvoir, avec mon ONG, avec l'intelligence artificielle, avec les data, apporter en tout cas des pistes de réflexion, une action et carrément des solutions. C'est le chômage, donc c'est pas rien. C'est François Hollande à l'époque, Emmanuel Macron sont partants. Comment tu les rencontres déjà? Comment tu peux leur vendre un petit peu, leur proposer, les convaincre de ce que tu veux faire pour apporter des solutions à ce problème qui est plus qu'une problématique primordiale de société? Ouais, donc ça, c'était un peu par hasard. Donc en fait, in fine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé... La plateforme Bob avec Pôle emploi. Exactement, on a créé une technologie qui s'appelle Bob et en fait qui permet d'aller automatiser une partie du coaching que vont faire des conseillers Pôle emploi. Et en fait, très spécifiquement, ça ne résout pas le chômage, par contre ça résout un problème qui est qu'il y a plein de gens qui sont perdus dans le maquis des services, des dispositifs, des machins, des trucs. Des fois, il faut un doctorat en recherche d'emploi pour chercher un emploi. Et en fait, il y a souvent des temps d'attente qui peuvent être de plusieurs mois, 3-4 mois entre le moment où on est au chômage et le moment où on est reçu par un conseiller, juste par manque de ressources ou de moyens. Et donc nous, on s'était dit, est-ce qu'il n'y a pas une forme de pré-entretien ou en tout cas de guide où grâce à la data, on pourrait au moins pointer les gens vers la bonne direction pour que, évidemment, il y en a qui sont tout à fait autonomes, qui peuvent se débrouiller tout à fait tout seuls. Et puis peut-être que pour d'autres, grâce aux algorithmes, on pourrait personnaliser le parcours en disant, tiens, on fait un diagnostic, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a l'air plus ou moins compliqué, et puis en fonction de ça, dire, voilà, nous on pense que vous devriez plutôt regarder tel ou tel site, vous êtes perdu, faut lire Oui demain, il y a tel truc, regardez plutôt telle formation, voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait, on a pu accompagner pas loin de 500 000 personnes, et là on est en train, des années plus tard, toujours d'être en train de discuter avec des pouvoirs publics pour systématiser, en tout cas, pour vraiment intégrer la technologie d'emblée, dès que les gens s'inscrivent au chômage. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on a fait. Et comment est-ce qu'on a rencontré toutes ces personnes? Ça arrive un peu par hasard, c'est-à-dire que en fait, là, on est en 2014, donc ça commence aussi à remonter. En fait, aujourd'hui, maintenant, tout le monde parle de Tech for Good, et puis ça fait un peu bien sur n'importe quel corporate te dit, voilà, moi, je fais Tech for Good. En fait, à l'époque, on n'en parlait pas du tout. C'était assez nouveau, et on était un peu des premiers, parmi les premiers, en tout cas, à porter ce message que la technologie, ça peut aussi être utile pour des sujets de bien commun. Et puis en 2014, voilà, ça fascinait la Silicon Valley, tout ça. Donc nous en disant, non, on quitte la Silicon Valley pour venir, pour faire un truc en France, pour aller aider. Enfin voilà, faut se souvenir aussi de l'époque. Et donc spécifiquement sur l'intelligence artificielle, nous ce qu'on a vu, c'est que ça ne peut pas se poser en substitut des questions humaines, donc ça ne peut pas résoudre mieux que l'humain. Par contre, il y a plein de cas où en fait il faut les deux parce que l'humain il est biaisé aussi, il a ses problèmes et puis des fois on peut pas toujours le passer à l'échelle. Donc je donne un exemple avec quelque chose qu'on a travaillé sur la question du Covid. Donc on a fait un truc tout simple qui s'appelle briser la chaîne qui a été réutilisé par l'assurance maladie. Donc si vous avez eu le Covid récemment, vous avez reçu un texto de l'assurance maladie qui dit faites votre télédéclaration des cas contacts via une petite plateforme en ligne. Que j'espère que vous trouvez bien foutu. Bon, ça c'est nous qui l'avons fait. Sur un constat simple, c'est que pour aider à stopper l'épidémie, le fait d'aller identifier les chaînes de contamination, c'est important. Par contre, nous, on ne croyait pas effectivement au solutionnisme technologique de Stop Covid à l'époque, avec le Bluetooth qui va tout résoudre, nanana. Enfin, le tracking Bluetooth, ça va tout résoudre, ça on n'y croyait pas. Par contre, les trucs qui marchent, c'est les enquêteurs humains qui viennent passer un coup de fil en disant voilà, qui vous avez pu contaminer. Surtout au début de la pandémie, où les gens ne savaient pas ce que c'était un cas contact, les gens ne savaient pas qu'on pouvait contaminer les gens avant d'avoir des symptômes, etc. Enfin, j'avais comme des cas, par exemple, parce que le Covid, c'était au moment des municipales. Des gens qui ont appris qu'ils ont eu le Covid, qui avaient fait du porte-à-porte un jour avant et qui en fait l'ont pas dit. Donc des trucs comme ça, assez dingues. Donc voilà, c'est les gens qui prennent le temps d'appeler, d'aller réaliser des cas contacts, notifier les gens, leur dire de faire attention, etc. Sauf que ça prend 30-45 minutes par appel. Et de dire, évidemment, les RH de l'assurance maladie, c'est comme ça, c'est stable, on peut en recruter. On peut recruter du monde, mais l'épidémie est exponentielle, quoi. Donc
là, c'était utile d'avoir la technologie où en gros on a digitalisé une partie des questions en rendant ça le plus fluide, le plus pédago, le plus ludique possible. Et en faisant gagner du temps, un sacré temps. Un sacré temps à l'assurance maladie. L'assurance maladie, oui. Tu l'as même comptabilisé, je crois, le temps gagné. C'est ça, on l'a comptabilisé, ça a permis de... En plus, c'était en décembre, avant Omicron, donc en décembre, on a comptabilisé, ça on a fait gagner à peu près 6000 jours d'appel de l'assurance maladie. Et après Omicron, je pense que ça a probablement fait x2 ou x3, et tout ça, ça s'est concrétisé en plus de 10 millions de cas contacts notifiés qu'on a pu faire grâce à notre plateforme, sinon sans quoi le système de contact tracing humain allait complètement s'effondrer. Donc il fallait les deux, mais là-dessus, la technologie, elle vient aussi en support d'un processus humain qui parfois a du mal à passer à l'échelle. D'accord. Je donne un autre exemple là avec la crise ukrainienne. Je parlais à des gens de la Croix-Rouge. Bon, la Croix-Rouge, il n'y a rien de plus humain. Problème, il y a 20 000 personnes qui débarquent tous les jours aux différentes gares, donc voilà, gare de l'Est, etc. Comment est-ce qu'on fait pour les accueillir, pour les traiter, etc. Sachant d'ailleurs que la plupart ne parlent pas forcément anglais et que des gens qui parlent franco-ukrainien, enfin qui parlent le français et l'ukrainien et ou russe, mais des gens qui parlent français, ukrainien et qui sont formés à l'accompagnement social, en fait il n'y en a pas non plus des masses. Et il y a un vrai problème aussi là de capacité où du coup là la technologie peut aussi aider en disant comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'aller apporter un soutien logistique aux travailleurs de première ligne qui sinon sont peut-être démunis face à l'afflux de gens. En fait il y a énormément d'idées qui ont de l'impact, qui sont importantes, qui ne viennent pas forcément d'en haut mais qui viennent plutôt de la multitude de gens qui vivent ces problèmes au quotidien. Nous briser la chaîne, c'est en tant que citoyen, on se dit tiens, j'ai un pote qui est dans une équipe de municipale et il y a des gens qui n'ont pas dit à leurs proches qui n'ont pas dit à leur équipe de campagne qu'ils avaient eu le Covid 2 jours plus tard. Voilà, en vivant ce problème, c'est comme ça qu'on crée des solutions. Et en fait, ce qui se passe, donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment pourquoi c'est important que le service public se construise aussi avec des citoyens. Et donc là, la question que vous allez me poser, c'est oui, mais pourquoi est-ce que vous voulez absolument faire un service public ? C'est très bien qu'il y ait de l'impact fait par des citoyens. Et en fait, ce que je vais répondre là, c'est que oui, très bien, mais en fait, il y a forcément un moment où si votre solution elle marche bien, si la solution elle marche, elle est prometteuse, va se poser la question de comment est-ce qu'on la passe à l'échelle. Comment est-ce que quelque chose qui va faire, je vais lire Oui Demain, je vais voir un petit quart de page sur des gens qui ont fait une super initiative où il y a des citoyens qui achètent un vélo triporteur dans un EHPAD où la communauté peut s'inscrire et faire des balades aux résidents. Et que tout le monde est content, ils sont contents, ça crée du lien, les gens qui sont en EHPAD, et en plus, comme vous savez, les EHPAD, c'est pas la joie, qui sentent beaucoup mieux, voilà, c'est super. La question qui se pose, c'est d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas dans tous les EHPAD de France et d'avoir du monde ? Et cette question-là du passage à l'échelle, en fait, elle est... En fait, il y a un moment où on ne peut pas se passer du public parce qu'en termes de financement ou en termes de distribution, si votre solution elle marche vraiment bien, il y a forcément la question, c'est d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on la généralise pas ? Qu'est-ce qui manque pour ça, pour que ce soit pas juste une initiative mignonne qui est là et c'est cool, c'est inspirant. Mais en fait, on est dans un monde où en fait il y a des crises, on en a marre d'être inspiré. Le temps n'est plus à l'inspiration, le temps il est à l'action, il est à la généralisation, enfin, il est au changement de société. Et donc pour passer à l'échelle, oui, il faut qu'en fait les innovations citoyennes d'aujourd'hui deviennent des services publics de demain. Pour ce faire, on a identifié un certain nombre de dispositifs ou de choses qui coincent. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que je pense que vous avez un peu le concept, mais pour donner quelques exemples, il y a très très peu de modèles de financement pour l'innovation sociale. Lorsqu'il s'agit de faire des petites bourses pour que vous testiez votre idée, c'est une chose, mais lorsqu'il faut généraliser, passer de 1 EHPAD à 5000, qu'il faut des millions pour ça, on ne sait pas comment on fait. Donc on va plutôt filer 20 millions à McKinsey plutôt que de dire comment est-ce qu'on prend ces initiatives et on les passe à l'échelle, pour être un peu dans l'air du temps. Il y a une question culturelle parce que on a un peu l'impression qu'il y a les méchants privés d'un côté, puis il y a l'État de l'autre, et puis en fait lorsqu'on essaie de prendre un peu la troisième voie en disant ok, comment est-ce qu'on fait de l'innovation mais pour le bien commun, en fait on a l'impression qu'on veut prendre le meilleur des deux mondes en faisant le meilleur des deux mondes de la tech et de l'innovation et du social. En fait on a le pire des deux mondes parce qu'on n'a pas l'argent de la tech, on n'a pas l'argent du privé et on a toutes les emmerdes du public. Et souvent on est pris d'ailleurs même comme des ennemis par le public qui disent oula, vous voulez nous concurrencer, non.
Et donc, tout simplement, c'est pourquoi on milite. On a eu quelques réussites là-dedans, mais en gros, c'est créer des espaces de collaboration entre citoyens et État. Ça commence à bouger, la crise l'a montré, enfin, tout le monde a entendu parler de Covid Tracker ou de Vitmados. En fait, la crise a un peu facilité le discours où nous, ça fait des années qu'on parle dans le vide, parce qu'il y a un moment où les gouvernements avant, le réflexe, c'est de se dire « oulala, ça nous met en danger ». Lorsqu'on est face à une crise et qu'il n'y a pas le choix et que de toute façon, soit on fait avec, soit on fait pas du tout, ça a forcé à créer des déclics et au final, les gens ont vu que ça s'est bien passé. Donc, on est en train de créer donc un accélérateur à service public citoyen, c'est comme ça qu'on les appelle, pour faire passer donc ces idées citoyennes en service public de demain. On les aide à faire des partenariats avec le gouvernement pour tester, pour distribuer. On est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut créer un fonds pour les financer. Et en fait, peut-être de manière plus macro, pour résumer, c'est que tous les projets qu'on a fait avant, là on a fait une petite liste à la Prévert tout à l'heure, en fait c'est une chose, mais nous on s'est posé la question de comment est-ce qu'on a le plus d'impact. Est-ce que c'est en faisant un 5e, un 6e, un 7e projet, ou est-ce que c'est plutôt en prenant du recul et en se disant les choses qui coincent lorsqu'on a fait nos projets, avec l'expérience qu'on a, comment est-ce qu'on les analyse avec un peu de recul, qu'on identifie les problèmes qui font que plutôt que nous on en fait un 6e, un 7e, un 8e, comment est-ce qu'on fait en sorte que dans la société il y en ait des centaines ou des milliers, et donc on est plus sur la partie méthodo aujourd'hui que sur la partie technologie à proprement parler. L'avancée et la prise en compte justement ce qui n'a pas fonctionné parfois et qui va permettre d'avancer.